Et pour ce dernier I Love America, bien sûr, on va commenter le résultat plus que probable de ces élections américaines avec la probable intronisation de Donald Trump, grand vainqueur de ces élections. Lise, vous en parlez ce matin avec Gérald Olivier, les journalistes franco-américains, auteur de Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Je vous laisse en sa compagnie. Gérald Olivier, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, probablement Donald Trump, 47e président des États-Unis, avec 267 grands électeurs. Une victoire, on le disait, moins serrée que ce que disaient les sondages. Il l'a déjà d'ailleurs revendiqué lui-même. Oui, alors, et d'ailleurs à l'arrivée, il aura plus que 267, parce qu'il reste encore 4 ou 5 États à finaliser, parce que l'écart est trop étroit pour qu'on puisse le déclarer vainqueur. Mais quand tous les bulletins auront été décomptés, il remportera sans doute ces États et finira avec plus de 300 grands électeurs, alors qu'il en suffit de 270 pour être élu. Alors en fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, l'élection tout au long de la nuit a suivi le scénario que les sondeurs, on va leur donner cela au moins, que les sondeurs avaient annoncé. C'est-à-dire que tout s'est joué dans les 7 fameux États pivots, je répète, qui sont les États de Caroline du Nord et de Géorgie, donc 2 États du Sud, 2 États de l'Ouest, l'Arizona et le Nevada, et les 3 États du Midwest que sont la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Et au fur et à mesure des dépouillements, Trump et Kamala Harris ont été au coude à coude tout au long. Et puis Trump a toujours eu un petit avantage de 1 point, et puis après d'1,5 point, et puis de 2 points, et puis après de 3 points. Et quand il arrivait à un avantage suffisant, eh bien, on lui donnait cet État, comme le font les journalistes, on le déclare vainqueur, et on lui attribue les grands électeurs de cet État. Il a ainsi gagné tôt ce matin, enfin pour nous, heure européenne, tard hier soir, heure de New York, l'État de Caroline du Nord d'abord, et puis la Géorgie, et puis la Pennsylvanie. Et avec ces 3 États dans son escarcelle, c'est pas tant qu'il en avait suffisamment pour gagner, mais il était garanti d'empêcher Kamala Harris, elle, de pouvoir gagner la présidence. Et à partir de là, on l'a déclaré vainqueur et il a pu faire un discours. Et quand tout aura été compté, il aura sans doute plus de 300 grands électeurs. Donc en fait, c'est l'accumulation des victoires qui crée l'écart. Mais dans chaque État, il n'y a pas eu plus de 2 à 3 points entre elle et lui. Eh oui. Alors, de nombreux dirigeants ont déjà félicité Donald Trump pour sa victoire. C'est le cas d'Emmanuel Macron, le président français, et aussi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui le félicite pour le plus grand retour de l'histoire qui offre, je cite, un nouveau départ pour l'Amérique et un signal fort pour la grande alliance entre Israël et l'Amérique. Est-ce que c'est effectivement ce vers quoi on va, une grande alliance entre Israël et l'Amérique avec cette élection, Gérald Olivier? Alors oui, alors dans les propos du Premier ministre, il y a d'abord une félicitation pour un grand comeback. La victoire de Donald Trump de cette nuit, elle est absolument historique. Il faut le rappeler et il faut insister. Il faut se souvenir des conditions dans lesquelles il a quitté la Maison-Blanche il y a 4 ans. On donnait pas cher de sa peau, sa réputation était, je dirais, salie par les incidents, les événements du 6 janvier. Il a été blâmé pour cela, on a cherché à le disqualifier, à le discréditer. Il est revenu, il s'est battu au sein du camp républicain, il s'est battu contre la justice américaine qui a cherché à le ruiner et à le mettre en prison. Il s'est battu contre Biden, puis il s'est battu contre Kamala Harris, et finalement il a rallié le pays à lui, principalement parce qu'il s'est battu sur des idées très simples, à savoir l'immigration est en train de semer le chaos, l'immigration clandestine, l'inflation est en train de nous ruiner, et nous sommes en train d'abandonner notre industrie à des pays comme la Chine, et nous laissons le monde aller vers le chaos parce que nous n'avons plus de leadership. Ça a été les 4 points de sa campagne. Donc c'est un grand ami d'Israël. Rappelons que lors de son premier mandat, c'est lui qui a effectivement effectué le déménagement de l'ambassade israélienne de Tel Aviv à Jérusalem, ce que tous les présidents avant lui avaient juré qu'il ferait mais n'ont jamais osé faire. Lui, il a osé.
et il a clairement dit que s'il avait été président l'année écoulée, il aurait donné à Netanyahou tous les moyens de mener à bien la politique qu'il mène actuellement à Gaza et au Liban face à ces proxys de l'Iran, au contraire de Joe Biden qui n'a cessé de chercher à contenir, je dirais, certains assauts des Israéliens, comme vous le savez. Donc je pense que à partir du moment où il prendra ses fonctions, à partir du mois de janvier de 2025, eh bien, en effet, on aura au moins au début une forme de lune de miel et je pense qu'il y aura des visites, des échanges, des coups de téléphone entre les deux pour gérer de manière conjointe ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Alors justement, Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises, je ne ferai pas des guerres, je vais plutôt en faire cesser, pas plus tard que ce matin dans un de ses premiers discours, sachant que tout de même sa doctrine c'est America's First, avec surtout pas de boys, surtout pas de soldats américains ailleurs que sur le sol américain. Est-ce que ça ne va pas être un peu paradoxal pour lui d'aider les Israéliens au maximum, mais d'un autre côté de ne pas envoyer de troupes et de conserver cette position qu'il a toujours eue? Non, d'ailleurs, il n'en a jamais été question. Il n'y a jamais eu de demande de la part d'Israël de telles choses. Par contre, vous avez un déploiement maritime, il y a des forces navales très importantes en mer Rouge et en mer Méditerranée. Je ne pense pas qu'il va les retirer. Non, elles sont là parce qu'elles jouent un rôle. Ce qu'il veut dire, c'est que, il ne va pas commencer de nouvelles guerres. Par contre, il va aider à gérer, voire à finir celles qui sont malheureusement déjà en cours et qui durent depuis parfois beaucoup trop longtemps. Et que pour lui, la dissuasion par la force est le meilleur moyen de parvenir à ses fins. Et c'est un discours que M. Netanyahou comprend parfaitement. Et c'est un discours, je dirais, que le Moyen-Orient comprend parfaitement. Les deux camps du Moyen-Orient le comprennent. Et c'est un discours que les démocrates ont été incapables de tenir parce que eux, ils n'y croient pas malheureusement. Ce qui explique d'ailleurs un petit peu leur impuissance sur place. Donc, il va donner et il va apporter les moyens nécessaires à ce que la situation évolue. Puis souvenons-vous que durant son premier mandat, il avait déménagé l'ambassade à Jérusalem et il avait aussi chapeauté à travers son gendre les accords d'Abraham. Et il cherchait à réconcilier une certaine partie du camp arabe avec le camp israélien. Et je pense que cela va reprendre. Et l'Iran et ses proxys étant aujourd'hui considérablement affaiblis, l'Iran se trouvant à nouveau affaibli parce qu'il va être replacé sous sanctions et que la relance de la production énergétique aux États-Unis va sans doute avoir pour conséquence une baisse des prix du pétrole, l'Iran va être très très tenté à nouveau peut-être d'entrer dans des formes de discussion et de ne plus, je dirais, agir comme ils l'ont fait assez impunément depuis un certain temps. Ma dernière question, Gérald Olivier, qu'est-ce qui va être les priorités de Donald Trump pendant ses 100 premiers jours au pouvoir? C'est dans son programme, America First. Donc, il va s'occuper de l'Amérique. La première question, c'est l'immigration. C'est le plus important. Ça a été son thème de campagne dès 2015 et ça l'a encore été à nouveau. L'immigration avec deux aspects. Le premier, c'est faire cesser les entrées clandestines par la frontière mexicaine, voire par la frontière canadienne. Deuxièmement, gérer, si possible, par des expulsions très importantes, les clandestins déjà sur place. Ce sera facile et ce sera fait pour tous les clandestins dont on sait qu'ils ont un casier judiciaire. On a dénombré plusieurs dizaines de milliers de criminels parmi les gens qui sont entrés aux États-Unis récemment et qui ont demandé l'asile politique ou une autre forme de résidence légale. Donc ceux-là, ils ne vont pas rester. Par contre, ceux qui ne sont pas criminels parmi eux, à mon avis, il sera beaucoup plus difficile de les renvoyer. Mais il tentera néanmoins un certain nombre d'expulsions pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc sa première priorité, ce sera l'immigration. Sa seconde priorité, ce sera l'économie à travers 2 ou 3 points. Le premier, c'est l'inflation. Déjà, on va essayer de diminuer la masse monétaire qui tourne et qui entretient la hausse des prix. On va maintenir les baisses d'impôts qu'il avait, on va les étendre parce qu'elles devraient expirer bientôt, les baisses d'impôts qu'il avait imposées lors de son premier mandat. Il va peut-être diminuer la taxe sur les entreprises, la capital gain tax, on l'appelle en anglais, pour relancer la machine économique,
sans générer de l'inflation, et il va mettre en place ces barrières douanières dont l'objectif réel n'est pas tant de surenchérir le coût des produits qu'on importe, mais d'obliger les pays exportateurs vers les États-Unis, plutôt de construire des usines de production sur place pour justement rendre service, je dirais, à la main-d'œuvre américaine et participer à la réindustrialisation de l'Amérique. Donc voilà, ces priorités économiques, elles vont tenir en ces 3 points, mais elles viendront après la réorganisation de la frontière. Merci beaucoup, Gérald Olivier, journaliste franco-américain et auteur de Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond, d'avoir été avec nous ce matin pour cette matinale qui était largement consacrée aux élections américaines. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci, au revoir.